Nous sommes en 2020 et l'Afrique noire francophone célèbre dans la douleur le 60e anniversaire de son indépendance. Nous sommes en 2020 et nombre de pays du continent luttent contre des extrémismes de toutes sortes. Nous sommes en 2020 et dans plusieurs pays, les communautés se déchirent, des milliers de personnes ont dû fuir leur localité, des enfants, des réfugiés dans leur propre pays, dans leur propre nation, tandis que les crises sociales et politiques se multiplient. Nous sommes en 2020 et l'Afrique, qui affiche encore un agenda électoral plutôt chargé, résiste malgré tout, administre quelques bonnes leçons et avance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Périscope, le rendez-vous hebdomadaire de Burkina Info qui vous met en phase avec la marche du monde. Et vous l'aurez compris, c'est à cette Afrique en pleine mutation et en pleine crise, à l'ombre du soixantenaire de l'indépendance de nombre de ces pays, que nous nous intéressons aujourd'hui, mes invités et moi. Mes invités, c'est tout d'abord Serge Théophile Baliman, professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdoul Karim Saïdou, politologue, enseignant à l'université Ouagadougou. Bonsoir et bienvenue d'avoir accepté notre invitation. Université Thomas Sankara. Université Thomas Sankara de Ouagadougou, en effet, il faut s'y habituer. Université Thomas Sankara de Ouagadougou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le 106e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Après le Cameroun, le 1er janvier dernier, puis le Sénégal, le 4 avril, et le Togo, le 27 avril, le bal des soleils des indépendances s'est poursuivi le 1er août avec le Bénin, le Niger le 3 août, le Burkina Faso le 5 août. Suivront la Côte d'Ivoire le 7 août, avant la République du Congo, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon et le Mali, qui fermera le banc le 22 septembre prochain. 60 ans déjà, et l'Afrique cherche toujours ses marques et ses repères. Tout d'abord, comment appréciez-vous le chemin parcouru par nos États depuis ces 6 décennies, Serge Théophile Baliman? Merci. Je crois que, il y a deux façons de voir la réalité. La première façon, c'est de voir la réalité comme étant, comme si on regardait un verre à moitié plein. Et l'autre façon de voir, c'est de regarder la réalité comme si c'était un verre à moitié vide. Je crois que pour ne pas nous flatter nous-mêmes, il est vrai qu'il y a quand même eu des progrès dans pas mal de domaines. Sur le plan social, il y a eu un taux de scolarisation qui a quand même évolué. Il y a eu beaucoup d'investissements. Ce n'est jamais suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits dans le domaine de la santé. Tout ça, ce sont des éléments qu'on peut capitaliser comme étant quand même des points positifs. Mais je crois que le sens élevé de la responsabilité nous commande de dire réellement qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous avons échoué sur un certain nombre de points. Dans la construction de l'État, nous avons failli. Et deuxièmement, nous avons été incapables d'associer le peuple à toutes les initiatives de développement qui ont été engagées par les différents gouvernements. Il y a aussi le fait qu'en termes de développement humain, c'est-à-dire les secteurs sociaux de base, nous accusons un retard énorme. Ce qui fait que l'Afrique est en quelque sorte à la queue en matière de développement humain durable. Donc il faudrait que les intellectuels qui ont confisqué généralement le pouvoir dans pas mal de pays revoient un peu leur comportement pour associer un peu plus largement le véritable peuple qui est souvent absent dans toutes les décisions que nous prenons. Et je crois que c'est ça aussi qui explique en partie les raisons du retard accusé. Parce que quand le peuple n'est pas impliqué, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans un micro-milieu où ceux qui dirigent s'accaparent tous les privilèges. Et on ignore réellement la majorité de la population. Et ça fait que finalement, la gouvernance fonctionne à vase clos. Et de ce fait-là, forcément,
la tendance aux dérives, la tendance aux abus, évidemment, devient beaucoup plus facile. Alors, Abdul Karim Saïdou de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, quel regard jetez-vous sur ces 60 dernières années? Bien, je pense que le bilan qu'on peut faire, il est largement mitigé de mon point de vue, parce que même si on observe une situation, je dirais, un peu contrastée, parce que l'Afrique, elle est plurielle. L'Afrique, elle est plurielle. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, prenez un pays comme le Ghana, qui peut être cité non seulement en termes de modèle de la construction étatique, construction nationale, construction démocratique. Et puis vous avez des pays comme la Guinée, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, qui traînent encore les pieds. De façon globale, le bilan qu'on peut faire, c'est un bilan, comme je l'ai dit, assez mitigé par rapport aux attentes des Africains, parce que c'est aussi par rapport à ça qu'on peut donner des appréciations. Et aussi par rapport au reste du monde. Parce que vous avez des auteurs qui ont, par exemple, comparé des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire dans les années 50, dans les années 60, qui étaient à peu près au même niveau de développement que des pays comme la Corée. Mais vous voyez que 50 ans après, l'écart est extrêmement profond. Donc je crois que les évolutions qu'on a observées, les progrès qui ont été en cas enregistrés ne sont pas du tout à la hauteur des attentes des Africains. Les progrès ne sont pas à la hauteur des attentes des Africains. On le sait, la célébration de ce soixantenaire qui aurait pu et qui aurait dû être éclatante est plutôt mise entre parenthèses un peu par la pandémie coronavirus. Pas de défilé, pas de faste, pas de fête populaire. Peut-être une leçon à tirer de cette situation et une façon de nous inviter à plus de réflexion, Serge Théophile Balimon. Oui, pourquoi pas. Vous savez, il y a quelque chose, malheur est bon. Je crois que c'est l'occasion de réfléchir aussi sur nos politiques nationales en matière de santé, par exemple. Est-ce que nous avons suffisamment réfléchi? Est-ce que les politiques de prévention ont été suffisamment menées avec cohérence? Est-ce que nous avons mobilisé des investissements en faveur du bien-être social des populations? Je crois que cette maladie, cette épidémie, a interpellé l'ensemble des dirigeants du monde. Et on a constaté, même dans les pays dits développés, qu'en termes de prévision et de prise en compte, n'est-ce pas, de cette catégorie défavorisée de la population, cette prise en compte était relativement faible. Donc, il faut que nous puissions d'ores et déjà comprendre que nous devons mettre l'accent sur les questions de santé, parce que c'est vraiment important. Mettre l'accent sur les questions de santé, notamment en matière d'infrastructure et aussi en matière d'offres de soins. Abdul Karim Saïdou. Absolument, et je pense que cette problématique sanitaire nous ramène encore au débat qu'on a eu en Afrique dans les années 50, sur la question de savoir quel type d'État il fallait avoir. Est-ce qu'il fallait maintenir l'État colonial créé par les puissances européennes comme la France, l'Angleterre, ou bien il fallait créer un nouvel État, notamment avec les propositions de panafricanistes comme Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, etc. Et tous ces auteurs, tous ces hommes et femmes politiques, en fait, avaient estimé que les États morcelés, les États fragmentés tels qu'ils les existent aujourd'hui ne peuvent pas conduire ces pays africains vers le développement. Donc la question sanitaire aujourd'hui nous rappelle cette nécessité de révisiter justement cette question fédérale. Parce qu'on a vu que ce soit sur les questions de sécurité, les questions de recherche scientifique, les questions agricoles, les questions de santé, les pays africains de leur écrasante majorité ne sont pas à mesure d'être autosuffisants. Et donc je crois que c'est un thème qui nous rappelle encore une fois la nécessité de revenir en tout cas dans cette perspective des années 50. Et revenir donc reposer, remettre sur le tapis tout ce questionnement du fédéralisme, c'est cela? Ou peut-être par blocs régionaux, Serge Théophile Balimon? Oui, il faut sans doute aller par région, parce qu'il est utopique de penser que d'un seul coup, on peut créer les États-Unis d'Afrique. On n'a pas pu le faire en 60 ans alors. Oui, c'est tout à fait difficile. Donc, par bloc, je pense que c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, à condition que nous ayons des dirigeants qui ont une vision. Alors, une vision sur le long terme, en oubliant en fait leur propre personne dans les positionnements, dans les hiérarchies. Parce que c'est ça aussi qui pose problème. Et je crois que là, j'accuse principalement les intellectuels. Ce n'est pas pour faire de l'autoflagellation, mais je pense que bien souvent, nos intellectuels ont échoué à ce niveau-là. Ils ont souvent, pour des raisons
stratégiquement personnelles ou égoïstes, soutenu parfois des options politiques qui n'étaient pas soutenables. Ça, il faut le dire. Et je crois qu'il est temps que nous puissions faire notre autocritique et nous engager dans de nouvelles perspectives. Autrement, si on continue comme ça, je pense que ça va être un peu difficile. Lorsque vous regardez tous les partis politiques qui sont en lice, que ce soit au Burkina ou ailleurs, vous vous rendrez compte que la prise en compte de la dimension panafricaniste, par exemple, est relativement faible. C'est une dimension qui n'apparaît pas beaucoup. Thomas Sankara avait ressuscité cet idéal-là, mais après lui, je dois dire que le panafricanisme est resté vraiment un discours plutôt mou et on n'en fait pas vraiment un cheval de bataille au sein des partis politiques. Et beaucoup d'Africains pensent que nous ne sommes pas véritablement indépendants, c'est une indépendance dans la dépendance. Vous pensez la même chose, Abdoul Karim Saïdou? Oui, je pense que c'est concret. Si vous regardez, vous avez la question monétaire, c'est concret. C'est concret. C'est vrai qu'il y a eu cette tentative de rupture sous la pression populaire, la pression des sociétés civiles, la question du franc CFA qui a été inscrite dans l'agenda grâce à ces mobilisations-là. Regardez sur les questions militaires. Vous avez vu le dernier sommet de Pau en France où nos chefs d'État ont été conviés. Ils ont mis en place une nouvelle coalition pour le Sahel. Il y a un responsable qui va être nommé, qui va siéger à Bruxelles, pendant que vous avez le G5 Sahel qui est sous la tutelle française. Donc je pense que c'est du concret. C'est du concret, même si il y a notre responsabilité qui est là, comme le professeur l'a dit, parce que les élites africaines dans les indépendances, dans les années 50, les années 60, une grande partie de l'élite africaine était beaucoup plus préoccupée par l'héritage que par la rupture. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de frustration au niveau d'une certaine élite qu'on appelait les évolués à l'époque, vis-à-vis de la puissance coloniale, des administrateurs coloniaux, et beaucoup étaient beaucoup plus préoccupés par le fait d'hériter du système et non de le transformer. Et donc, c'est ce qui explique aussi que dans la durée, on n'a pas pu, en tout cas, avoir des ruptures, en tout cas à la hauteur des attentes des Africains. On n'a pas eu de rupture, en tout cas de nombreux pays célèbrent le 60e anniversaire de leur indépendance en ce mois d'août 2020. Parmi eux, le Niger, 3 août, et le Burkina Faso, 5 août, ont choisi depuis plusieurs années maintenant de renvoyer les manifestations à la date de la proclamation en 1958 de la République, 11 décembre pour le Burkina et 18 décembre pour le Niger. Comment appréciez-vous ce décalage, Serge Théophile Baliban? Bon, je pense que c'est une option comme une autre. Bon, l'essentiel, c'est de célébrer. Parce que la reconstitution de la Haute-Volta avait une grande signification. Vous savez que... Oui, en 1947. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, on nous a éparcelés, divisés en rondelles de saucissons pour les pays voisins. Le fait de se reconstituer, c'est fut un grand combat. Et je crois que c'est bien de choisir de célébrer l'accession à l'indépendance véritablement à partir de cette date de reconstitution de la République. Je crois que c'est une bonne chose. Et Abdoul Karim Saïdou? Oui, je pense que c'est un sujet qui suscite des controverses. Tout à fait. Quelques années à l'université du Niamey, c'était très chaud entre les historiens et puis les politiques parce que voilà, beaucoup ont estimé que, bon, notamment ceux qui avaient voté, en tout cas avaient fait le combat pour le non au référendum de septembre 58, considéraient que ça devait être plutôt un jour de deuil national parce qu'on estime que quand même la proclamation de la République dans le cadre de la communauté franco-africaine, c'était une renonciation à l'indépendance. Et curieusement, paradoxalement, c'est ce jour-là qu'on choisit pour fêter l'indépendance. Mais je pense qu'il faut expliquer en fait aux citoyens. Parce qu'au Burkina, quand vous dites 11 décembre, fête de l'indépendance, beaucoup ne comprennent pas. Il y a le 11 décembre, là, c'est pas... Oui, il faut expliquer. Je pense que pour des raisons climatiques, on a décidé de faire les grandes célébrations, le défilé autres en décembre. Mais il faut expliquer aux gens ce que c'est que le 11 décembre et ce que c'est que le 5 août. L'indépendance du Burkina n'a pas été proclamée le 11. Le 11, mais voilà, le 5 août. Le 11 décembre, voilà, c'est lorsque nous avons décidé, la Haute-Volta a décidé d'intégrer la fédération proposée par le général de Gaulle, d'être une république autonome, mais qui n'a pas de souveraineté sur le plan international. Alors que les indépendantistes, des hommes comme Joseph Kizerbo, etc., MLN, le PAI, etc., avaient prôné l'indépendance immédiate, sous en tout cas sous le modèle de la Guinée. Et même un peu le combat du Sawaba au Niger, parce que bon, c'est les Français qui avaient manipulé les résultats du scrutin, sinon c'est le non également qui
devait l'emporter, par exemple, au Niger. Voilà, donc il faut restituer l'histoire, il faut remettre les choses à leur place, mais dans tous les cas, on attend de voir à Banfora le 11 décembre prochain pour la fête, disons plutôt la fête nationale au Burkina Faso. À noter qu'après l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale prendra le relais, donc à partir du 11 août avec le Tchad, suivi de la République centrafricaine le 13 août, le Congo-Brazzaville c'est le 15 août et enfin le Gabon le 17 août. Une parenthèse pour souligner que la République démocratique du Congo, ancienne possession du Royaume de Belgique, a elle aussi marqué le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'était le 30 juin dernier. Occasion pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'affirmer que, je cite, « À 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. À 60 ans, a dit Étienne Tshisekedi, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. Fin de citation. Cela reste valable, on l'a dit tout à l'heure, à tous nos pays, Serge Théophile Balim. Absolument, mais son affirmation est théoriquement intéressante, mais dans la pratique, je dois dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas tous les dirigeants qui font preuve de maturité. Parce que la maturité, lorsque vous dirigez, c'est de penser aux générations futures. Parce que le présent, c'est important, mais c'est moins important que le futur. Alors que pas mal de dirigeants ne voient que les durées de leur mandat. Voilà, et au-delà de leur mandat, ils ne voient pas de perspective pour l'Afrique ou pour les États, pour leur propre État. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc son affirmation, ça reste à être vérifié. Ça reste à être vérifié justement parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on sort des discours creux et répétitifs. Et d'ailleurs, comme le souhaite encore Félix Tshisekedi, que je cite, nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et les ambitions de notre pays doivent être donc notre priorité, Abdoul Karim Saïdou. Mais c'est tout le contraire de ce que nous observons. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Regardez l'Afrique de l'Ouest, regardez le Mali, regardez la Côte d'Ivoire, regardez la Guinée, etc. Disons regardez que les questions de gouvernance. Tshisekedi forme le vœu que désormais les ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Forme ce vœu-là pour son pays et j'imagine qu'on devrait pouvoir former ce même vœu pour tous nos pays au lendemain de ce soixantenaire. Absolument, reste à savoir s'il existe de la volonté parce que n'oubliez pas que c'est des vœux qui ont été formulés depuis les années 50. Depuis les années 50, quelles promesses on n'a pas faites pour les Africains? Rappelez-vous, dans les années 60, quelle a été la principale promesse des pères fondateurs des indépendances, les Félix Houphouët-Boigny, Maurice Yamébou, etc. Ils avaient promis, par exemple, le développement et c'est sur cette base-là qu'on avait sacrifié la démocratie. On avait justifié, par exemple, le monopartisme par le fait que le multipartisme allait accentuer les clivages ethniques, identitaires, etc. Et donc, on avait estimé qu'il fallait aller dans le cadre du parti unique, que le parti unique allait être le moteur du développement. Mais 30 ans, 40 ans après, ce qu'on a observé comme résultat, c'est qu'on n'a eu ni la démocratie, ni le développement. Donc, je crois que c'est des vœux qui ont été formulés également dans les années 50. Il appartient aujourd'hui aux dirigeants actuels, aux populations africaines, de s'approprier, en tout cas, ces idéaux-là pour pouvoir transformer l'Afrique. Il faut s'approprier ces idéaux, il faut reformater l'être africain, retravailler sur le mental à l'ombre de la commémoration de ces indépendances, des indépendances mitées par la Covid-19. Je vous propose d'évoquer tout d'abord la Côte d'Ivoire, qui connaît une période sociopolitique difficile depuis le décès, le 8 juillet dernier, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHTP, pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et c'est Ahmed Bakayoko qui a finalement été choisi par le président Alassane Ouattara le 30 juillet dernier pour lui succéder à la tête du gouvernement ivoirien. Choix pour vous raisonné, pertinent, choix par défaut, Serge Théophile Balimon. Bon, écoutez, je pense qu'il sait ce qu'il fait. On va estimer que dans le contexte de la Côte d'Ivoire, il estime que c'est Bakayoko qui est la personne la mieux indiquée. De toute façon, ce qui est sûr, je pense que Bakayoko est un de ses fidèles serviteurs, donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et ça peut signifier aussi qu'il a un plan. Et ce plan, c'est de savoir s'il va se présenter pour un troisième mandat ou pas, mais tout indique
qu'il est parti pour se présenter pour un 3e mandat. Tout indique, et on l'a appris tout à l'heure, juste avant de démarrer cette émission, dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête donc, de l'indépendance, Alassane Ouattara a dit oui, je serai candidat à l'appel de la nation et à l'appel donc des cadres de son parti. C'est la formule qui est utilisée toujours par tous ceux qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. Parce que, vous savez, le problème africain, c'est aussi le problème de l'entourage des dirigeants. Et nos dirigeants aussi ont souvent un problème. En tout cas, la plupart d'entre eux pensent que tous ceux qui ont des avis contraires à leur propre ambition personnelle, ce sont des gens qui ne sont ni militants, ni engagés, ni suffisamment fidèles. Donc, pour plaire au chef, il faut toujours lui dire ce qui va dans le sens que lui, il désire. Et c'est ça qui fait que nous sommes souvent dans une sous-gouvernance en permanence. Alors que non, ça dit qu'il faut accepter les points de vue contraires, analyser les différentes situations, intégrer différentes variables, et puis après tout, il y a quand même un respect fondamental qui est là, c'est qu'il faut respecter la démocratie, il faut favoriser l'alternance comme étant un mode d'enrichissement, parce qu'il faut qu'il y ait des expériences vraiment à confronter, analyser pour qu'on puisse faire des comparaisons plutôt judicieuses. Mais quand on s'assoit, on ferme, on verrouille tous les systèmes et puis on s'assoit, évidemment, on met la démocratie en panne et tout qu'on fait, les forces de proposition sont tues et tout qu'on fait, on finit par faire du surplace et favoriser la médiocrité. Et c'est ça le problème. Et après, il n'y a plus que la force pour s'imposer ou la force pour vous faire partir. Et ça, c'est un peu regrettable. C'est regrettable. En effet, il avait décidé de ne pas y aller. Il avait renoncé à ce 3e mandat. On l'avait applaudi en son temps. Il avait souhaité que les uns et les autres, notamment ceux de sa génération, cèdent la place à une génération plus jeune. Eh bien, il y va, Alassane Ouattara. Est-ce que pour vous, il était face à un choix nécessaire du fait de la disparition de son poulain? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un choix, hein, c'est délibéré. Moi, je ne pense pas que ce soit à cause des facteurs systémiques, notamment l'environnement sociopolitique, l'opposition qui s'organise, le décès imprévu de Gon Coulibaly, etc. La candidature de Dédé. Moi, je ne crois pas. Parce que déjà, quand vous regardez son annonce, hein, lorsqu'il avait annoncé que il fallait laisser la place à la jeune génération, il y avait une certaine ambiguïté. Parce que quand on l'écoutait, en fait, ce n'était pas du fait de la Constitution qu'il le disait. C'était comme si c'était de son propre chef, à titre personnel, qu'il décidait de laisser le pouvoir à la jeune génération. Donc nous sommes toujours dans cette, je dirais, stratégie de manipulation des règles du jeu. C'est-à-dire que la Constitution n'est pas quelque chose de sacré. La Constitution, on le sait, limite le nombre de mandats à 2. Même s'il y a ce débat sur la question de la rétroactivité, etc. Mais on sait que l'esprit de la Constitution, c'est ça. Éviter les présidences à vie, dont on a vu, en tout cas, les résultats catastrophiques un peu partout en Afrique. Moi, je crois qu'il a choisi de rester, non pas parce qu'il y a une pression, certes, au niveau de son camp, ou il y a une pression au niveau de l'opposition, parce qu'il a quand même des marges de manœuvre. Je crois que si aujourd'hui Ouattara a décidé que c'était Bakayoko, il allait être le candidat du RHDP, très peu de ténors du RHDP allaient s'y opposer, dans la mesure où c'est quand même le chef incontesté. Et même Gon Coulibaly ne faisait pas l'unanimité, mais comme c'était le chef qu'il avait investi, les autres étaient obligés de suivre. Donc je ne pense pas qu'il soit dans une situation où il est dos au mur, il est obligé de se porter candidat. Même s'il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'il ne termine pas son mandat. Ça aussi, c'est une hypothèse qu'on peut émettre. C'est-à-dire que il peut estimer que pour l'instant, dans le court terme, il faut que lui-même se présente pour pouvoir gagner les élections, parce que l'opposition est en train de s'organiser, mais que plus tard, il puisse laisser le pouvoir à son vice-président. Ça, c'est une hypothèse à ne pas exclure. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas résisté, n'a pas réussi à ce test-là de la consolidation démocratique. Parce que c'est un indicateur important de la consolidation démocratique. La question de l'alternance, que beaucoup d'auteurs en sciences politiques considèrent comme un des meilleurs indicateurs de l'institutionnalisation de la démocratie. La Côte d'Ivoire n'a malheureusement pas réussi à ce test, comme on l'a vu dans des pays comme le Ghana, même le Nigeria, qui pendant longtemps était quand même le foyer
eu des coups d'État militaires aujourd'hui, est dans une logique de routinisation de la démocratie et c'est quand même un peu, je dirais, décevant de la part de la Côte d'Ivoire qui est quand même poids lourd au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Surtout lorsqu'on voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée. Donc si la Côte d'Ivoire entre dans une crise, ce n'est pas un bon signal pour l'Afrique de l'Ouest. Avant de parler de ça, Serge Théophile Balima, cette décision peut-on y lire le signe que finalement Alassane Ouattara n'a trouvé personne de tous ces cadres du RHDP pour porter le flambeau de son parti à cette élection? Non, je pense que penser comme ça, si jamais il pense comme ça veut dire qu'il n'a servi à rien pendant les 10 années. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous devez d'abord... Justement, quand il prend cette décision, est-ce qu'on peut l'interpréter aussi comme un aveu d'échec de ce point de vue-là? Non, moi je pense que c'est simplement un aveu d'échec d'abord de lui-même et de sa propre gouvernance. Parce qu'il n'a pas instauré un système démocratique qui fonctionne dans la durée. C'est-à-dire qu'il se dit après moi, bon, peu importe, sinon il devrait quand même, vu son expérience, bon, vu son âge, vu tout ce qu'il a pu endurer ces 10 dernières années, je crois que c'était le moment pour lui de passer la main, tout simplement. Et puis, vous savez, nul n'est indispensable. Vous savez que quand vous refusez l'alternance, la nature peut vous imposer l'alternance. Donc, se comporter comme si l'alternance serait un fléau, une catastrophe, c'est penser que soi-même, on peut vivre éternellement. Donc, l'alternance fait partie même de la vie. Donc, il faudrait intégrer modestement cette variable-là et comprendre qu'autour de lui, il y a quand même des intelligences qui sont à même de diriger la Côte d'Ivoire. Je le crois, mais s'il a choisi de... Et moi, vous savez, les mises en scène, les appels des citoyens, etc., tout ça, c'est orchestré. Bien sûr. Si le président dit « arrêtez-moi ça », personne ne va oser. Le président qui a poursuivi mais bien sûr. les jeunes qui Ah oui. appelaient en troisième mandat. Ah oui, c'est ça. S'il dit « arrêtez-moi ça », vous les faites arrêter parce qu'ils ont commencé à chanter que vous devez rester, personne ne va le faire. Personne ne va le faire. Personne ne va le faire. Donc, et puis vous assurer que ça a été orchestré tout simplement. On connaît c'est un cinéma qui est connu en Afrique, c'est à la limite, c'est pas de très haut niveau. Alors on va donc vers un troisième mandat, enfin, en tout cas une troisième candidature pour Alassane Ouattara. C'est presque, pas presque, c'est pareil en Guinée où Alpha Condé finalement ira aussi. Tout indique qu'il ira également. Vous savez, c'est ce virus qui affecte un peu le tableau mental des dirigeants africains. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais espérons qu'on aura des lendemains quand même plus sereins. Alors, Abdoul Karim Saïdou, il n'y a pas très longtemps, à Niamey, il s'est tenu une rencontre où on a décidé qu'il fallait travailler à ne pas promouvoir ces troisièmes mandats et que les chefs d'État doivent passer la main et respecter la constitution de leur pays. La Côte d'Ivoire et sans doute bientôt la Guinée nous donnent la preuve que c'était juste un discours de plus. Oui, un discours de plus. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'au lendemain de l'insurrection d'octobre 2014 au Burkina Faso, la CEDEAO avait commis des experts, et j'en faisais partie, pour proposer une relecture de son protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, afin d'intégrer la limitation du nombre de mandats présidentiels. Que cette clause limitative du nombre de mandats présidentiels soit contenue dans cet instrument communautaire. Et à l'époque, il y a eu deux objections, deux pays qui avaient mis leur veto, c'était la Gambie et le Togo. Alors, la Gambie, il y a eu l'alternance par la force des choses, par l'intervention militaire sénégalaise. Le Togo, le président Faure Gnassingbé est à son 4e mandat. Donc aujourd'hui, avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire, et même au Sénégal, il y a des appels, un mandat supplémentaire, même au Sénégal. Au Sénégal. Voilà. Dans le pays où, en tout cas, on semble s'acheminer de façon inexorable vers une alternance, même si... on n'est pas très sûr de la transparence des élections qui vont venir. C'est un peu le Niger, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Mais quand on regarde là, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un poids lourd en fait. C'est un poids lourd. Et aujourd'hui, l'un des poids lourds qui pouvait en tout cas peser dans la balance pour imposer cette norme-là au niveau communautaire, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria aussi est malade, le Nigeria aussi est fragilisé par l'insécurité, par aussi à l'interne gouvernance un peu molle, le président Buhari qui est un peu fatigué, etc. Ce n'est plus le dynamisme qu'on a connu par exemple sous Obasanjo, etc. Donc aujourd'hui, c'est comme si cet espoir de voir cette clause limitative du nombre de mandats présidentiels instaurée au niveau communautaire, c'est comme si cet espoir-là est en train de s'envoler.
Oui, mais en même temps, on dit, il y en a qui ont dit que la limitation des mandats n'est pas démocratique. Il faut régler ça dans les urnes, il faut décider. Tout dépend de la nature de nos élections. Toute la question est là. Sinon, la limitation du nombre des mandats présidentiels, ce n'est pas un principe universel de la démocratie. Des pays qui sont considérés comme des démocraties consolidées, comme l'Allemagne, voilà, comme la Suède, pendant de longues années, le Parti social-démocrate a régné, même au Japon, etc. Oui. Mais dans le contexte africain, les élections, on sait comment ça se passe. Et voilà, si Ouattara est candidat, c'est clair que la machine, personne ne peut battre la machine RHDP. C'est ça la grande problématique. Mais est-ce que justement cette situation ne va pas décourager ceux qui sont, disons, les bons élèves de la démocratie et leur faire marche arrière, Serge Théophile Baliman? Bon, j'espère que non. J'espère que non, parce qu'il faut persévérer. Il ne faut pas lutter toujours pour avoir des résultats immédiatement. Parce qu'il y a de grandes conquêtes qui se font, mais sur le long terme. Et je crois qu'il faut s'engager dans cette voie, ne pas désespérer, continuer de défendre les idées justes, et puis travailler pour la transparence des élections. Parce que à ce niveau-là, le problème que l'on peut relever aussi au niveau du jeu démocratique en Afrique, c'est le faible niveau de citoyenneté de nos habitants. Nous avons beaucoup d'habitants, nous avons peu de citoyens, hélas. C'est-à-dire des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que la Constitution? Pourquoi il faut aller voter? Malheureusement, c'est ça qui fait qu'on arrive à utiliser la pauvreté de nos populations, pour ne même pas dire l'ignorance dans certains cas, manipulée par des intellectuels, pour avoir un avantage mathématique sur des réalités, mais un avantage quantitatif, malheureusement sans un avantage qualitatif. Et c'est ça qui est dommage aussi dans nos règles du jeu. C'est pour ça, je pense, que nous devons accepter vraiment la limitation des mandats. Comme le disait le docteur Saïdou tout à l'heure, si nous sommes dans des contextes où la culture, le niveau d'éducation permet à chaque électeur de comprendre les enjeux, on peut dire que les mandats ne sont pas limités. Et en ce moment-là, vous allez voir que peut-être même que quand vous faites un seul mandat, il y a peut-être peu de chances que vous soyez même réélu si les gens ont vraiment un niveau de conscience, un niveau d'éducation assez élevé. Et ce travail-là, malheureusement, n'est fait ni par les dirigeants, ni par les partis politiques qui aspirent au pouvoir, ne mettent pas dans leur programme un programme d'éducation citoyenne au niveau de leurs militants. Parce que tous veulent profiter du fait que les gens ignorent un certain nombre de dispositions constitutionnelles, qu'ils ignorent leurs devoirs et ils ignorent leurs droits. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment un véritable problème. Ça devient un problème. On va rapidement terminer sur la Côte d'Ivoire en évoquant donc le contexte de cette élection. On est à la veille de l'indépendance, 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on le sait. Laurent Gbagbo fait des pieds et des mains pour rentrer. Il a demandé un certain nombre de pièces. Ce jour même, une manifestation des partisans de l'ancien président ivoirien pour dénoncer son absence sur la liste électorale. À 3 mois de la présidentielle, a été dispersé à coups de matraque et de gaz lacrymogène le jeudi. Donc c'est ce jeudi, le 6 août donc. Et en même temps, au niveau de son casier judiciaire, on a sorti un document où on ressort donc une condamnation de 2019. On a donc Laurent Gbagbo qui cherche à revenir. On a Henri Konan Bédié qui est sur la ligne de départ. Est-ce qu'on n'est pas finalement, dans le même schéma qu'il y a peut-être 10 ans? Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Abdoul Karim Seydou? Oui, il faut absolument s'en inquiéter parce que là, nous avons affaire à un véritable verrouillage du jeu politique. C'est un véritable verrouillage. Et ça illustre en fait, je dirais, la nature hybride du régime politique ivoirien. C'est un régime hybride qui allie une forme d'autoritarisme déguisé à une forme de démocratie, etc. Dans le fond, c'est pour ça que dans tous les classements sur la démocratie, la Côte d'Ivoire est toujours mal classée. Alors, comparativement à des pays comme le Ghana, comme le Sénégal ou même comme le Burkina Faso. Et de ce point de vue, les changements politiques ne peuvent intervenir que par la force. Par exemple, par des rébellions, des coups d'État, des soulèvements. C'est ce qu'on voit actuellement au Mali. Parce que si vous ne laissez pas à la population la possibilité d'obtenir les changements de façon pacifique par les urnes, les acteurs n'auront d'autres choix, n'auront d'autres alternatives que d'utiliser des moyens extra-constitutionnels.
C'est ça qu'on observe en fait. C'est-à-dire que ce soit en Algérie, que ce soit au Burkina Faso, sous l'ancien régime ou au Mali actuellement, c'est cette règle-là. C'est-à-dire cette règle qui consiste à verrouiller les règles du jeu, à avoir une démocratie de façade. Et ceux qui aspirent au changement n'ont d'autre choix que d'utiliser d'autres méthodes, c'est-à-dire des coups d'État, des complots, etc. Vous me donnez le mot, situation inquiétante en Côte d'Ivoire. Serge Théophile Balima nous dira tout à l'heure s'il craint lui aussi un dérapage incontrôlé là-bas, disons ça comme ça tout d'abord. Mais la situation n'est pas moins préoccupante au Mali, où depuis le 5 juin, un mouvement qui rassemble leaders politiques, religieux et de la société civile réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc rapidement, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut craindre, comme il le craint, un coup d'État ou quelque chose comme ça? Et que vous inspire la situation sociopolitique au Mali? Je ne sais pas ce qui va se passer, on ne peut pas être devin, mais ce qui est sûr, une partie de la population n'acceptera pas ce type de verrouillage qui consiste à éliminer ses propres adversaires par tous les moyens pour rester. Vous savez, dans la vie, lorsque vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il n'y a que deux méthodes. Ou bien vous utilisez la force pour obtenir de lui ce que vous voulez, ou alors vous passez par la négociation. Alors, si la négociation ne marche pas, c'est le cas en Côte d'Ivoire, comme on le voit aujourd'hui, pas de négociation pour qu'on limite le mandat, évidemment, l'autre solution qui reste, c'est que lui-même utilise la force pour se maintenir et que les autres aussi utilisent la force pour l'obliger à partir. Et ça, c'est ce qui est dommage, parce que ça fait reculer la Côte d'Ivoire, ça fait reculer la conscience citoyenne dans un pays, et ça fait désespérer, ce qui est encore plus grave, de l'avenir, parce que c'est quand même le poumon de la sous-région. Et nous souhaitons que vraiment les choses se passent au mieux en Côte d'Ivoire, autrement c'est toute la sous-région qui sera enflammée d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une perspective que personnellement je redoute énormément. Et sur le Mali? Le Mali, c'est la même équation. Vous savez, à un moment donné, c'est vrai que la démission, c'est des choix personnels. Mais j'estime que quand on devient un problème à ce point, au point de bloquer le fonctionnement des institutions, au point de bloquer les activités quotidiennes et la production, etc., il faut s'interroger, savoir quelle peut être sa mission maintenant en restant au sommet de l'État. Mais on va arriver probablement, je crois, à des compromis existentiels vicieux qui vont retarder, je crois, la progression du Mali. Des compromis vicieux, donc le Mali attend le 22 septembre pour célébrer le 60e anniversaire de son indépendance. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais le mouvement M5 qui a mobilisé les foules depuis le 5 juin semble avoir perdu un peu du poil de la bête, si je ne m'abuse, depuis le sommet extraordinaire des chefs d'État. Son dernier appel à la désobéissance civile a été peu suivi. Pensez-vous qu'il s'agit d'un tournant dans la crise? Je ne saurais le dire pour l'instant, mais je sais qu'il y a un risque d'essoufflement. Quand vous regardez dans tous les pays où ces types de mouvements, ces types de mobilisations a conduit à la chute des régimes, que ce soit la démission de Bouteflika, ici la démission forcée de Blaise Compaoré, la chute de Omar el-Béchir au Soudan. En fait, c'est, comme on le dit dans la sagesse populaire, comment on appelle le fer, on tape le fer. Pendant qu'il est chaud. Pendant qu'il est chaud. Ouais, il faut battre le fer. Maintenant, vous faites une pause tabaski pendant ce temps, il a parce que c'est ça, il ne faut pas oublier que Ibeka aussi, c'est un grand manœuvrier. C'est un grand manœuvrier et quand vous regardez ces mobilisations, quand vous regardez la sociologie de ce personnel politique, y compris ce personnel qui est dans la rue, vous avez des gens qui étaient ministres sous Moussa Traoré, sous Konaré, etc. C'est la même classe politique. Ouais. Et je ne suis pas certain que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui aspirent à une gouvernance autre. Donc, c'est tout à fait possible que IBK puisse manœuvrer pour corrompre certains qui sont dans la rue, etc. Avec la médiation de la CEDEAO, ça va être beaucoup plus compliqué si la Côte d'Ivoire également rentre en crise, lorsqu'on sait quand même le poids d'Alassane Ouattara au sein de la CEDEAO, au sein de l'UEMOA, etc. Donc les jours à venir vont nous édifier davantage. Et ce qui est sûr aujourd'hui, le rapport de force n'est pas en faveur du président Ibeka. Et quand on sait que c'est un pays également qui fait face à l'insécurité au nord, au centre, la situation du Mali est évidemment très complexe et doit inquiéter et inquiète
des pays comme le Niger et le Burkina Faso. Alors, le Mali qui est resté sans gouvernement pendant très longtemps, depuis le 11 juin, jusqu'à la formation récente d'un cabinet restreint, un cabinet très restreint de 6 portefeuilles, seulement les portefeuilles donc, de la défense, de l'administration territoriale, de la sécurité intérieure, de la justice, des finances et des affaires étrangères ont été pourvus. Alors, est-ce que vous pensez que la mise en place de ce gouvernement était bienvenue alors qu'on parle de gouvernement d'union nationale, Serge Théophile Balimon? Bon, je pense qu'il a voulu suivre les injonctions de la CEDEAO, qui a recommandé qu'il nomme des ministres au poste régalien. Donc il s'est exécuté rapidement pour rester en phase avec ses collègues et ses pairs de la CEDEAO. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais stratégiquement, maintenant, à l'intérieur, est-ce que c'était la bonne manière de le faire? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il aurait dû, dans une situation de telle faiblesse, négocier même ses postes régaliens avec les plus grands acteurs de l'opposition. Parce qu'au stade où il est, en fait, sa propre souveraineté est devenue une expression très réduite. Et il aurait dû accepter sagement de négocier les postes régaliens avec, je crois, l'opposition, qui allait se sentir plus considérée, plus valorisée. Ça pouvait encore aller. Mais de cette façon de faire précipitamment, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Oui, mais sauf que l'opposition en question a rejeté en bloc les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, je pense que c'était prévisible, comme le rapport de force semble en tout cas être à leur faveur. Mais je pense que le soldat Ibeka ne pourra s'en sortir qu'en acceptant de prendre des mesures très fortes. Donc vous pensez qu'il n'est pas encore sauvé? Il n'est pas encore sauvé parce que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Même si on observe une sorte d'essoufflement sur le terrain, ils peuvent se réorganiser. Je pense notamment à des mesures telles que même la dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la dissolution de l'Assemblée nationale, et peut-être même une révision constitutionnelle où il accepterait d'être un président honorifique pour terminer son mandat. Voilà, avoir un premier ministre, un premier ministre avec plein pouvoir, c'est des schémas qu'on a vus ailleurs. Même, vous savez, au Niger, quand il y a eu la conférence nationale souveraine, le président de la République à l'époque, le général Ali Sebou, il a été maintenu pendant la période de transition, mais avec des pouvoirs honorifiques, avec un premier ministre qui avait les pleins pouvoirs. Et ça a permis vraiment un peu de sauver les meubles, de ménager certaines susceptibilités. En effet. Et c'était le cas aussi au Bénin, après la conférence nationale souveraine, où Nicéphore Soglo a donc été nommé Premier ministre de la transition. Mathieu Kérékou est resté donc président. La situation au Mali est préoccupante et on la suit de très près au Burkina Faso, où l'on se prépare à des élections présidentielle et législative couplées, prévues le 22 novembre prochain, dans un contexte là aussi de crise sécuritaire, humanitaire et sociale. Alors, quelques voix se sont élevées pour demander le report pur et simple de ce scrutin, tandis qu'un rapport de l'Assemblée nationale, vous l'avez suivi, est produit suite à une tournée dans les régions impactées par le terrorisme, recommande d'organiser les législatives plutôt dans un an. Mais pour la grande partie de la classe politique, il faut tenir coûte que coûte ce rendez-vous. Êtes-vous sur la même ligne, Serge Théophile Balimon? Bon, enfin, disons que les conditions idéales pour organiser des élections... Les conditions ne sont pas idéales. Les conditions, oui, elles sont idéales. C'est-à-dire les conditions idéales qu'on sollicite, c'est évidemment qu'il y ait la sécurité sur l'ensemble du territoire, mais il y a aussi d'autres conditions qui ne sont pas remplies pour des élections qu'on occulte bien souvent. C'est le niveau de citoyenneté. Parce que quand vous allez dans des villages où les gens ne savent même pas finalement quelle est la durée du mandat présidentiel, ils ne savent pas quelle est la signification d'un vote, quel est le critère sur lequel, à partir de quand et comment on devient électeur, moi je pense que ces critères-là ne sont pas réunis. Donc si nous voulons être perfectionnistes, on ne va pas organiser des élections parce qu'on n'a pas fait le travail en amont pour que ceux qui vont aller voter sachent consciemment pourquoi ils sont dans un isoloir, etc. Il faut leur expliquer. Donc toutes ces conditions n'étant pas réunies, pour moi l'insécurité est une des conditions comme tant d'autres conditions. Donc, et comme l'idéal ne peut pas être atteint pour l'instant, je pense qu'on peut organiser les élections tout en regrettant que, effectivement, ces gens-là n'aient pas la possibilité théorique
et pratique d'aller voter. Parce que même lorsque il y a la sécurité, vous constatez que dans l'histoire du Burkina, le taux de participation aux élections est relativement faible. Ce qui veut dire que vouloir jouer là-dessus pour dire non, voilà, il faut... Je trouve que c'est un argument, théorique, mais un argument spécieux. Donc il faut peut-être être plus réaliste et accepter d'y aller, parce que je ne suis même pas sûr qu'à Ouagadougou, on aura un taux de participation forcément très élevé. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Évidemment, à côté de la question sécuritaire, on parle aussi, bien entendu, de l'X électoral, mais on a eu une bonne nouvelle. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué qu'on a enrôlé plus de 2 millions de nouveaux électeurs. On parle donc de liste électorale, de crédibilité du scrutin. Et là-dessus, certains acteurs politiques réclament une concertation nationale pour convenir consensuellement d'un mode de validation des résultats de ces élections. Faut-il vraiment encore regrouper la classe politique dans une sorte de forum à cet effet, Abdoul Karim Saïd? Non, je pense que le modèle qu'on a eu jusque-là, qui a consisté en fait à avoir un dialogue entre la majorité au pouvoir et l'opposition au niveau autour du chef de file de l'opposition, ce modèle-là aujourd'hui, il est contesté par de nouveaux partis qui sont organisés dans le cadre de l'opposition non affiliée. Donc ce modèle-là, aujourd'hui, il est contesté. Et il me semble qu'au niveau des acteurs traditionnels, majorité, opposition, CFOP, il y a un consensus pour aller aux élections. Donc je ne pense pas que, en tout cas, sauf si c'est au niveau des autres acteurs qui aura une pression, à leur niveau, ils sont tous engagés, tous les candidats ont été investis, ils sont en pleine campagne, même si c'est de façon officieuse, etc. Et donc, je ne pense pas que dans les jours à venir, qu'il y ait des larges concertations par rapport à cela. Puisque déjà au niveau du dialogue du juillet 2019, il avait été convenu de garder les différentes périodes, de respecter le calendrier conditionnel. Donc, tenir les élections à bonne date. Tenir les élections à bonne date. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les résultats qui ont été donnés par la CENI au niveau de l'enrôlement, au niveau également de quelques succès relatifs que les forces armées arrivent à engranger ça et là, les acteurs sont engagés dans ce processus-là. Au niveau de l'opposition, l'opposition, bien entendu, espère pouvoir gagner ces élections, pour que ces élections aussi soient un moyen d'impulser un changement, ne serait-ce que sur la question sécuritaire. Le parti au pouvoir également estime qu'il a un bilan satisfaisant. Et c'est ce qui fait qu'au niveau des deux grandes tendances-là, on a ce consensus-là d'aller vers des élections. D'ailleurs, j'observe que même au niveau de l'opposition non affiliée, Abdoulaye Souma, pardon, a été investi. Il est candidat, il y va, il dit qu'il faut y aller, mais il dit qu'il faut effectivement cette concertation pour qu'ensuite il n'y ait pas de problème au niveau des résultats du scrutin. On le sait bien, les contestations... Mais c'est pas à exclure qu'on ait un contentieux. C'est pas exclu qu'on ait un contentieux, justement, les contestations... Parce que ce qui s'est passé, c'est que les élections vont être extrêmement compétitives. Ça va être serré. Ça va être serré parce que quand vous regardez la reconfiguration de notre système partisan aujourd'hui, le coup KO de 2015 va être extrêmement difficile à réaliser. Et donc, il ne faut pas exclure ce risque-là, d'où peut-être la nécessité, à la veille des élections, d'avoir une large concertation. Je pense que sous l'égide du CSC, les années antérieures, il y a eu la signature d'un pacte de sorte de code de bonne conduite, etc. Voilà. Donc il pourrait y avoir des contestations. On le sait que ces contestations parfois débouchent sur des crises post-électorales assez graves. Nous avons encore en mémoire l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais on peut également regarder du côté du Malawi, où les contestations ont conduit à la reprise, le 23 juin dernier, de l'élection présidentielle, avec au bout la victoire de l'opposant Lazarus Chakwera, pourtant déclaré perdant une année plus tôt. Est-ce un bon point pour la démocratie, Serge Théophile? Je pense que c'est un point excellent pour la démocratie en Afrique, parce qu'il est resté au pouvoir pendant un an et après, le processus a permis de remettre tout cela en cause et d'organiser de nouvelles élections. Bon, je pense que pour le cas du Burkina, je crois que tel que les choses sont conçues et organisées, je ne pense pas qu'il y ait de crise post-électorale. Sauf si il y a de mauvais perdants. Parce que le problème de l'Afrique, c'est cela. Sinon, tel que les choses sont organisées, au niveau de la CENI, avec la présence des différents membres des partis politiques en compétition au niveau des urnes, le dépouillement sur les lieux de vote, etc., je pense objectivement qu'il y aura peu de contestations très justifiées. Ça sera vraiment marginal. Mais
là où je suis d'accord avec Dr Seydou, c'est que ce que je crains, c'est les mauvais perdants. Parce que nous sommes à une phase où il y a des baobabs, et chaque baobab dit que lui, c'est son année d'exercice du pouvoir. C'est l'année de son année. Alors, comme disent, je suis de ceux qui pensent qu'il y aura peut-être des crises, mais c'est des crises suicidaires. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'un des baobabs se suicide parce qu'il va se rendre compte dans la réalité que ce n'est pas aussi évident que cela. Voilà. Ça, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, si les baobabs sont ont des émotions très fortes, je pense qu'on pourrait assister à des drames, peut-être après les élections. Alors, ce scrutin, selon vous aussi, sera la guerre des baobabs, finalement? Oui, et je pense que c'est une guerre existentielle. Hein. C'est une question, je ne dirais pas de vie ou de mort, mais c'est une question fondamentalement stratégique. C'est une question vitale, en fait. Parce que quand vous regardez au niveau du baobab CDP, vous avez Blaise Compaoré qui est à l'extérieur, beaucoup d'autres qui sont à l'extérieur, vous avez d'autres qui sont en prison, etc. Donc, ils espèrent en fait le retour en force du CDP pour pouvoir être réhabilités, non seulement sur le plan judiciaire, sur le plan politique, sur le plan social. Et quand vous regardez, vous avez écouté Maître Benolé Sankara qui dit « mais où est-ce que je vais rentrer si le CDP revient au pouvoir ?» Il y a ceux qui sont aux affaires aujourd'hui et qui ont aussi cette crainte-là que le retour du CDP, voilà, qu'il puisse subir des... n'envisage pas du tout voilà, qu'il puisse subir des représailles, etc. Donc c'est au-delà de l'enjeu démocratique, hein, c'est aussi une question vitale. Quand vous prenez la vie des individus eux-mêmes, quelqu'un qui est en exil, quelqu'un qui est en prison, qui est condamné dans le cadre d'un procès, il y a d'autres procès qui vont venir, etc. Donc c'est toutes ces questions-là qui font que le jeu politique va être extrêmement serré. Et quand vous prenez au niveau du baobab UPC, voilà, quoique Ziférien Diabré va mettre toutes ses forces dans la bataille, parce qu'au niveau de ses troupes, il y a cette impatience-là également d'arriver au pouvoir, d'exercer le pouvoir d'État. Et donc, quand vous regardez la configuration du jeu, vous avez aussi de nouvelles forces qui sont en train de se mettre en place, qui veulent aussi participer dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Je crois que ça va être un jeu politique, une compétition intéressante qui va en tout cas marquer un tournant. Parce que c'est pour la première fois, et peut-être depuis 1978, l'année de ma naissance, où le général Lamizana a été mis en ballottage. Après ce qu'on a connu sous la 4e République, c'était le système des élections verrouillées, etc. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On avait un parti hégémonique. Aujourd'hui, on a un changement au niveau du système partisan. On est en train d'aller vers un système multipolaire. Et dans ce système multipolaire-là, vous avez une certaine incertitude. Chaque fois qu'il y a des élections générales, vous avez une incertitude. Voilà, parce que ça peut conduire à une alternance, tout comme on peut reconduire le parti au pouvoir, etc. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'ai envie de vous demander, puisqu'on nous sommes en train de parler du 60e anniversaire des indépendances de nos pays, quel est votre message, vous? Quel est votre rêve pour cette Afrique qui compte donc 60 années d'indépendance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui souhaitez de plus pour la nouvelle phase qui s'ouvre à partir de maintenant? Serge Théophile Baliman, rapidement. Bon, je pense que, en termes de souhait, vous savez, c'est ce que tout le monde souhaite. Hein? Si l'Afrique pouvait mieux se porter sur tous les plans, ce serait vraiment une bonne chose. D'abord, sur le plan de la santé, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait des politiques publiques qui prennent en charge ce volet-là. Et surtout, peut-être parce que nous sommes tous les deux des enseignants, je pense que l'éducation me semble être la pierre angulaire, vraiment sur laquelle on doit bâtir le développement de l'Afrique. Pour reformater l'Africain? Ah oui, parce que vous savez, l'Occident a un problème, Pendant 500 ans, l'Occident a dominé le monde. Il est difficile aujourd'hui à l'Occident d'accepter qu'il y ait des forces émergentes qui peuvent remettre en cause sa supériorité dans le monde. Et pourtant, son temps est fini. Son temps est fini, mais il faut que l'Afrique aussi démontre qu'elle a toujours été dans l'histoire et qu'elle peut se faire respecter dans l'histoire. C'est ce que je souhaite absolument. Il faut que l'Afrique se fasse respecter dans l'histoire. Abdoul Karim Saïdou, quel est votre rêve donc pour cette Afrique, disons, toujours en devenir? Oui, à la suite des vœux du professeur Baliman, je pense que pour que l'Afrique se fasse respecter dans le monde, il faut que l'Afrique s'unisse. Moi, je reviens toujours à ce rêve, au cas des années 50 et bien avant les années 50, du panafricanisme.
tous les grands savants africains, Joseph Kizerbo, Cheikh Anta Diop, les acteurs politiques comme Kwame Nkrumah, avaient estimé que l'Afrique n'avait pas d'avenir en dehors des États-Unis d'Afrique. Même si c'est à l'échelle des différentes régions, des zones géopolitiques que nous avons, je pense que ce qu'on peut en tout cas souhaiter pour l'Afrique, c'est de revenir à ce rêve panafricain, ce rêve voilà, qui va conduire à la construction des grands ensembles. Et je pense que c'est à ce prix-là que l'Afrique pourra compter dans le monde actuel. Sinon, nos États morcelés, nos États fragmentés n'ont pas d'avenir. Voilà. Les États fragmentés n'ont pas d'avenir et pourtant nous sommes en 2020, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission. Mes invités ne veulent que le meilleur pour leur pays et pour le continent. Plus d'éducation, plus de respect pour le continent, plus d'union, plus de démocratie. Nous sommes en 2020, Nelson Mandela n'est plus, Thomas Sankara nous a quittés et Joseph Kizerbo continue de nous demander à quand l'Afrique. Nous sommes en 2020, la lutte continue et la vie aussi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 106 qui recevait pour vous Serge Théophile Baliman, professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication. Merci, professeur, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Philippe Barrault que je remercie qui a orchestré de main de maître ce numéro de Périscope. Du haut de son pupitre de réalisateur, il a bénéficié de l'appui de toute l'équipe technique du jour, que je remercie également, et pour sa sollicitude permanente dans l'accompagnement de cette émission. Merci également à vous tous et à vous toutes qui m'honorez de votre fidélité et de vos encouragements tellement motivants. Merci et prenons toujours soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.